L'une des richesses et fiertés de la cité était sans conteste sa gigantesque bibliothèque, initiée par Ptolémée Ier, successeur d'Alexandre le Grand. Sa vocation, un peu romancée, était de réunir en un seul lieu clos tous les livres du monde. Érudite, avide de savoir et parlant couramment plusieurs langues, Cléopâtre y passa des heures à consulter des œuvres inscrites sur des rouleaux de papyrus. On prend le point de cet avion et à partir de cet avion, on visite le palais. Ah, donc c'est le point de repère en fait. Au point repère, voilà. Par cet avion, on commence à visiter la ville de Cléopâtre. Le palais de la reine Cléopâtre repose donc au fond de l'eau, aux côtés des restes de l'un des monuments les plus célèbres de l'Antiquité, le fameux phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Il dominait le port, rayonnait sur l'entrée de l'Égypte, symbole parfait de la puissance des Ptolémées et de Cléopâtre. Les restes du phare sont aujourd'hui submergés. Une exploration minutieuse de ces vestiges sous-marins a été entreprise par les équipes du CEALEX, le Centre d'études alexandrine, et les nouvelles méthodes de cartographie 3D leur permettent d'établir une carte précise des restes architecturaux que recèle le site. Gilles se rend au centre d'Alexandrie pour rencontrer l'un de ses spécialistes, à la recherche d'indices précieux sur l'environnement dans lequel vivait Cléopâtre. Et peut-être une piste pour expliquer sa mort. Vous travaillez à l'imagerie de synthèse, donc vous avez virtualisé les fonds sous-marins et on peut les explorer tranquillement. C'est l'idée, ouais, d'avoir vraiment une copie conforme du site, en évitant les problèmes de conditions météo qui nous posent quand même pas mal de problèmes pour aller fouiller directement sur place, tout en ayant en plus une vue d'ensemble qui est impossible à obtenir dans la réalité parce que les conditions de visibilité sont quand même assez difficiles. Donc là, on a une vision d'ensemble du site en une seule vue, qui permet d'aller fouiller et d'aller chercher des détails très précis à partir de ce modèle 3D. Alors là, on a couvert à peu près une grosse moitié du site sur 3 ans, donc 6 campagnes. Ça représente à peu près 50 000 photos. Donc là, on a quand même un instantané virtuel de l'Alexandrie antique engloutie. Malgré un balayage minutieux des fonds marins, toujours pas d'indice concluant pour faire avancer l'enquête sur la disparition de Cléopâtre. Toutefois, grâce aux techniques modernes alliées à l'archéologie, nos experts peuvent mieux comprendre l'antique Alexandrie et l'influence que la ville a pu avoir sur la destinée de Cléopâtre. Cosmopolite, bouillante, carrefour du commerce en Méditerranée et surnommée le comptoir du monde, la ville d'Alexandrie était également sensuelle, éprise d'art et de culture, à l'image de sa reine, Cléopâtre. Claudine et Gilles continuent donc de creuser les détails de sa vie pour mieux cerner sa personnalité. L'une des richesses et fiertés de la cité était sans conteste sa gigantesque bibliothèque, initiée par Ptolémée Ier, successeur d'Alexandre le Grand. Sa vocation, un peu romancée, était de réunir en un seul lieu clos tous les livres du monde. Érudite, avide de savoir et parlant couramment plusieurs langues, Cléopâtre y passa des heures à consulter des œuvres inscrites sur des rouleaux de papyrus. Ouverte au monde, première Ptolémée à savoir parler la langue égyptienne, elle était capable de communiquer autant avec son peuple qu'avec les habitants d'autres pays, ce qui était un fait rare pour l'époque et très certainement l'un des facteurs de son pouvoir. Cette supériorité par le savoir aurait-elle pu attiser la haine ou la jalousie envers elle? Cléopâtre était-elle trop cultivée? Son savoir pourrait-il avoir fait peur à l'un de ses ennemis de par sa supériorité intellectuelle? Pour le savoir, Claudine et Gilles se rendent à la Bibliotheca Alexandrina, le nouveau joyau culturel égyptien qui fait revivre le concept de bibliothèque antique. Alexandrie, c'était une ville qui accepte tout le monde. Il y avait des étudiants, des chercheurs et des scientifiques du monde entier qui étaient à la bibliothèque. C'était un carrefour important, c'était le point entre l'Orient et l'Occident. C'était un carrefour pas seulement économique et culturel, mais aussi religieux. La reine Cléopâtre s'intéressait beaucoup à la culture et à la bibliothèque et elle a essayé de ramener tous les scientifiques du monde pour rester à Alexandrie. Et c'est une tradition depuis ses ancêtres, depuis Ptolémée Philadelphe. Chaque bateau qui s'arrêtait à Alexandrie, en fait, il devait ramener des manuscrits
à la bibliothèque, on copie les manuscrits et on donne au bateau les copies et on garde l'original à la bibliothèque. Et on achetait des livres et des manuscrits partout dans le monde et comme ça, c'est construit la bibliothèque qui était la plus importante à l'époque. La jeune Cléopâtre, avant de devenir une reine, elle passait la plupart de son temps à la bibliothèque, elle s'intéressait beaucoup. Elle était connue, pas seulement qu'elle est une jolie reine, mais elle était très cultivée. Et en fait, on disait que le charme de Cléopâtre, c'était sa culture. Pillée lors d'invasions, tombée en ruine par manque de crédit ou incendiée à plusieurs reprises, les versions sur la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie sont multiples et très controversées. Ce qui est certain, c'est que cela a fait disparaître une grande partie de l'histoire des Ptolémées, et plus que tout, des indices précieux sur la véritable vie de Cléopâtre. Toutefois, il n'y a aucun doute sur son érudition, ce qui lui a permis d'asseoir son pouvoir au-delà même des frontières égyptiennes. Si nos experts souhaitent éclaircir le mystère de la mort de Cléopâtre, il faut qu'ils se penchent sur ceux qui auraient pu craindre sa toute-puissance, les Romains, ses ennemis politiques qui épiaient ses moindres faits et gestes. C'est le philosophe et biographe Plutarque qui a relaté les éléments de la vie de Cléopâtre qui font autorité depuis 2000 ans. Mais Plutarque est né 76 ans après la mort de Cléopâtre et il était romain, donc ennemi juré de la célèbre reine. Pour continuer à se forger une idée sur la personnalité de cette fascinante Cléopâtre, pour cerner au mieux la femme, la reine, la conquérante, Claudine et Gilles font appel à une spécialiste de la période romaine. Les sources que nous avons sur Cléopâtre sont essentiellement romaines. Ce sont des historiens qui ont présenté Cléopâtre à travers le prisme du vainqueur. Donc ils ont voulu montrer une femme extrêmement dangereuse, puisque c'est une femme qui fait de la politique, quelque chose que les Romains n'apprécient pas beaucoup. Et surtout, c'est une étrangère qui amène les séductions du pouvoir absolu à Rome, qui sont des choses que les Romains détestent absolument. Pour nos experts, le profil de Cléopâtre commence à se dessiner. C'était résolument une femme de pouvoir. C'est comme cela qu'elle était perçue en son temps. En moins 48 avant Jésus-Christ, un homme va bouleverser le cours de son destin. Jules César arrive depuis Rome en Égypte pour s'assurer du contrôle du pays, alors entre les mains du jeune pharaon Ptolémée XIII, frère de Cléopâtre, cette dernière ayant été écartée du trône. Cléopâtre avait été chassée de la capitale par son frère et elle se débrouille pour rencontrer Jules César en lui faisant offrir un cadeau, un magnifique tapis dans lequel en réalité elle est enroulée. Donc on apporte le tapis à Jules César, on le déroule devant lui et il en sort une magnifique jeune femme d'une vingtaine d'années. Donc vous imaginez Jules César tombant immédiatement sous le charme de cette jeune fille extrêmement audacieuse. Ils vont passer la nuit ensemble et au-delà de son charme, il admire sans doute chez elle ses qualités politiques, son intelligence, et à partir de là va naître une longue histoire d'amour où l'un et l'autre se répondent dans leurs ambitions et s'encouragent l'un l'autre à aller au bout de ce qu'ils recherchent. Les deux amants vont alors entreprendre un grand voyage sur le Nil, voulu par Cléopâtre, pour faire acclamer son couple par le peuple d'Égypte.